Bonjour auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute de RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France, présentée par moi-même, Clément Tricot. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur du documentaire Taïwan Nation Interdite, alors il s'appelle Vandril Lanos. Il va nous parler des aspects de tournage de ce documentaire, de ce qui l'a poussé et ce qui lui a donné envie de tourner ce documentaire. On en parle tout de suite avec lui, sans plus attendre, dans ce nouvel épisode de RTF. Alors bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous recevons Vandril Lanos, réalisateur du film Taïwan Nation Interdite. Bonjour Vandril. Bienvenue sur les ondes de RTI. Merci d'être avec nous donc pour parler de ce documentaire qui est disponible et qu'on peut visionner encore en replay sur France Télé. Alors déjà peut-être pour commencer et qu'on en apprenne un peu plus sur ce documentaire, est-ce que tu peux nous expliquer nous présenter peut-être un peu le documentaire et nous expliquer ce qui t'a donné envie de faire un documentaire sur Taïwan? Oui, déjà, merci beaucoup de me proposer de parler de tout ça. C'est effectivement une histoire, Taïwan, une histoire extrêmement intéressante. Et pour moi, ça a commencé à travers les microprocesseurs. En fait, on avait commencé à réfléchir à une histoire sur Taïwan autour des microprocesseurs quand, pendant la pandémie de Covid, on s'est rendu compte que une pénurie de microprocesseurs en provenance de Taïwan avait des grosses conséquences néfaste d'ailleurs sur l'économie mondiale avec des chaînes de production à l'arrêt un peu partout autour du monde. Et donc on avait écrit tout un projet de documentaire pour France Télévisions autour des microprocesseurs de Taïwan, donc de raconter un peu une histoire du développement taïwanais et des microprocesseurs, de servir des microprocesseurs pour raconter Taïwan. Et en fait, lors de va-et-vient avec France Télévisions, on s'est dit que finalement, Taïwan valait sans doute plus que simplement les microprocesseurs et que ce serait intéressant de raconter à des téléspectateurs qui ne connaissent pas bien l'histoire de l'île de Taïwan, d'où elle vient, de remettre un contexte à la fois historique, un peu politique et d'expliquer un peu toute cette actualité géopolitique autour de Taïwan, au-delà des microprocesseurs. Et c'est pour ça aussi que on a fait un documentaire donc de 70 minutes qui parle un peu de toutes ces questions, et on a essayé de raconter un petit peu aux téléspectateurs francophones de France Télévisions, mais pas que, parce que ça va diffuser notamment au Canada aussi et dans d'autres pays, mais d'expliquer aux téléspectateurs comment s'articulent un peu finalement toutes ces questions, la question géopolitique, la place de Taïwan aujourd'hui dans le monde, avec la question économique, l'essor de Taïwan grâce aux microprocesseurs, la question historique donc de cette évolution, la loi martiale, la terreur blanche, etc., et comment c'est devenu une démocratie vibrante en Asie. Et donc voilà, d'articuler un petit peu toutes ces questions les unes par rapport aux autres. Voilà, il y a énormément de choses dans ce documentaire. À la fois, tu reviens, avec l'équipe, vous revenez sur la situation de Taïwan, on va dire aujourd'hui, et les questions géopolitiques. Mais justement, il y a aussi des aspects historiques. Vous revenez aussi sur cette question des semi-conducteurs et donc de TSMC, etc. Donc il y a 70 minutes, c'est un format qui est hyper intéressant parce qu'il est long, mais en même temps, c'est aussi court quand on dit autant de choses. Ouais. Alors, peut-être justement aussi quelque chose qui est intéressant, peut-être pour que les auditeurs ils comprennent comment on travaille sur un documentaire aussi dense en information et aussi complet. Est-ce que toi tu connaissais beaucoup Taïwan avant de commencer à justement réaliser ce travail documentaire? Non, alors moi je connaissais très peu Taïwan. J'avais une connaissance je dirais peut-être basique de culture générale. Je connaissais quelques grands éléments, évidemment 1949, etc. Mais vraiment, j'avais pas du tout une connaissance dans le détail de Taïwan et de ce qu'elle représentait. Je connais des gens qui y ont habité, donc j'avais des bribes qui m'étaient venues, mais encore une fois, j'avais du mal à avoir une photo complète de Taïwan dans sa complexité. Donc en fait, moi j'ai travaillé de manière assez méthodique. J'étais pas tout seul au départ d'ailleurs, parce que j'ai travaillé avec une petite équipe éditoriale avec qui on a fouillé, creusé pour essayer de trouver les bons interlocuteurs. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que
en France, on a quand même une certaine chance par rapport à ça, c'est que apparemment, on est un pays qui est assez à la pointe sur les études de Taïwan, c'est-à-dire que on a quand même des experts du monde chinois, sinophone, mais qui se sont spécialisés sur l'histoire taïwanaise. Oui, c'est et vrai. du coup, j'ai eu pas mal de ressources au niveau universitaire en m'adressant à des gens qui sont soit profs, soit dans des think tanks, mais qui du coup connaissent très bien le contexte taïwanais. Donc ça Ouais. a été quand même une grande aide au début. D'ailleurs, dans les Et remerciements, j'en ai repéré certains. J'ai noté des noms comme Stéphane Corcuff, Marc Julien, Antoine Bondaz, il y en a évidemment, plein. En ouais, tout cas, des voilà, gens avec qui je me suis longuement entretenu, et c'est vrai que Stéphane Corcuff, on me l'a pas mal, on m'en avait pas mal parlé. Et puis quand on s'est parlé avec Stéphane, ça a été vraiment une rencontre sympa parce que il a partagé avec moi beaucoup des articles qu'il avait écrits depuis au moins une vingtaine d'années. J'ai pu donc m'inspirer des nombreux écrits de Stéphane Corcuff qui a très longtemps travaillé sur cette histoire de la transition démocratique taïwanaise et qui connaît extrêmement bien l'identité taïwanaise. Et puis je me suis plongé un petit peu dans le cinéma taïwanais, j'ai regardé un petit peu les films de Hu Shaoxian, j'ai regardé la nouvelle vague, elle est. Ouais. voilà, j'ai regardé Il y en a, comment il s'appelle t'as peut-être vu des films de Ang Lee, Roche Ocean, Tsai Ming-liang, des autres. Tsai Ming-liang que j'ai voilà. beaucoup aimé et Edward Yang aussi, non? Ouais, c'est ça, Edward Yang. Ouais. Edward Yang aussi. Donc voilà, je me suis plongé un peu dans ce cinéma taïwanais des années 80 là que j'ai beaucoup aimé et que je trouve raconte aussi énormément de choses sur l'île. Et puis j'ai lu aussi un petit peu alors des traductions parce que je parle pas le mandarin, mais j'ai lu aussi quelques auteurs qui m'ont plu, qui avaient écrit des nouvelles notamment, et je trouvais voilà ça racontait un peu une sorte d'univers autour de l'île. Donc c'est un peu comme ça que je me suis plongé dans cette histoire taïwanaise. Et puis après, juste une petite mention quand même pour les gens avec qui j'ai travaillé sur place, parce qu'évidemment j'ai travaillé aussi avec 2 fixeurs, une taïwanaise et un français qui est installé là-bas. Et on a beaucoup travaillé ensemble. Et c'est vrai que pour avoir aussi pour pouvoir se permettre de plonger de manière aussi ouais, c'est bien d'avoir des relais locaux qui connaissent immédiate, aussi très bien voilà, le pays. exactement, Ouais. c'est très important. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an. Ok, bah super. Et du coup, donc t'as travaillé à distance, mais t'as aussi passé beaucoup de temps sur place. Ouais. Les images qu'on voit, elles ont été filmées quand, à peu près dans... Elles ont été filmées, alors la plupart à l'été 2022, entre juin et juillet 2022, et aussi un peu en novembre 2022. Donc, Sachant que c'est récent quand même, hein, c'est des images très récentes, quoi. ouais, c'est super récent. Après, c'est vrai que pour l'anecdote, les auditeurs doivent bien connaître et doivent comprendre aussi ce dont je vais parler. Mais moi, tous les gens avec qui j'ai parlé en juin-juillet ne comprenaient pas pourquoi on était venu tourner en plein été. Et c'est vrai qu'à ah bah oui. c'est vrai qu'à Taipei, au mois de juin-juillet, c'était extrêmement difficile. Ah oui, il fait très chaud, c'est ça? T'as eu des problèmes avec le temps, peut-être même la pluie parfois, ça peut arriver. On n'a pas eu trop de pluie. Là, on a été assez chanceux, mais c'est vrai qu'il faisait une chaleur assez incroyable. Alors quand c'était juste nous, l'équipe, on tournait dehors, on a l'habitude et on se force un petit peu, mais quand tu fais des interviews, dès qu'on tournait avec des gens, c'était difficile de tourner dehors parce qu'en fait, transpire. Les gens vont peu dehors en fait. Donc non, ça c'était un peu éprouvant et je dois dire que on m'avait conseillé d'éviter cette période et je m'étais dit bon, s'il fait chaud, ça va aller, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chaud. J'ai rarement eu des conditions aussi. Alors par contre, pour les images, moi j'adore parce que ça donne une espèce d'effet, de filtre sur la balance des blancs, etc. Quand dans le documentaire, il y a quand même des belles images sur des plans fixes avec, en tout cas des choses qui bougent, etc. Et ça donne une espèce de grain, enfin en tout cas de rendu dans l'effet visuel. Et du coup, ça écrase les ombres, etc. Donc c'est assez intéressant quand même aussi en termes d'image. Mais j'imagine que ça doit être compliqué de tourner quand il fait très très chaud comme ça. Ouais, après on s'en remet, mais c'est vrai que même les ministres, quand on a fait une interview qui s'est très bien passé avec Joseph Wu, le ministre des Affaires étrangères, et même lui, son grand étonnement, c'était de nous voir là début juillet à Taipei, se demander un petit peu qui nous avait conseillé de venir à cette période. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et justement, là, on parle des interviews que tu as pu faire avec que ce soit des officiels ou du Taïwanais. Quel ressenti tu as eu en rencontrant des personnes sur place à travers le documentaire? On voit qu'il y a plusieurs... Alors, il y a à la fois des officiels, mais il y a aussi des personnes de la société civile. Il y a même tu suis pas mal un peintre, Yuhan, qui, lui, est un jeune Taïwanais. Quel rôle... C'est facile de discuter, d'interviewer des Taïwanais pour
pour réaliser un documentaire à Taïwan comme ça? Je pense que ça dépend un petit peu du niveau de questionnement. C'est-à-dire que je trouve que les gens sont extrêmement accueillants. Mmh. Les gens ont vraiment à cœur de montrer, de partager en fait leur culture, leur pays. Il y a deux choses que j'ai trouvées plus compliquées et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre. La première, c'est toutes les questions autour de la pression chinoise ressentie. Mmh. Ça dépend vraiment des gens et des interlocuteurs. Il y a des D'accord. gens avec qui on peut en parler plus facilement que d'autres, mais globalement, ça reste quelque chose dont on sent que c'est contrôlé, enfin contrôlé, non pas que quelqu'un écoute, mais des gens se livrent moins sur cette question. J'ai quand même eu ce sentiment, ce qui veut aussi raconter quelque chose sur le pays aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé malgré tout que les gens étaient relativement pudiques. Et ça, finalement, c'est un peu un défi parce que c'est vrai que quand on fait un documentaire, il y a les images, le son. C'est forcément plus facile si les gens se livrent un petit peu et partagent aussi leurs émotions. En revanche, j'ai souvent eu l'impression que les gens ont du mal à comprendre pourquoi on leur pose des questions d'ordre général. Ils ont un peu le sentiment qu'ils sont pas spécialement habilités à répondre. Et donc j'ai Mmh. eu parfois cette sensation un peu d'avoir des gens qui étaient un peu plus discrets quand moi je voulais les interviewer sur des questions plus générales. On peut comprendre, hein, c'est vrai qu'effectivement. Alors sur la première partie, je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on peut avoir. Je pense que ça, tu as dû le voir aussi. Il y a c'est peut-être parfois pas si simple de s'exprimer. Ça Ouais, fait c'est peut-être prendre sûr. un risque si après on voyage, etc. Ne Exactement. serait-ce que pour ceux qui devraient aller en Chine éventuellement, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que, enfin en tout cas ça arrive malheureusement que des Taïwanais aient pu comment être arrêtés pour diverses raisons. Donc peut-être qu'il y a une peur de ce côté-là sur le fait de Mhm. s'exprimer par rapport aux voisins chinois. Donc ça, peut-être que c'est une peur. Et après, je comprends aussi ce que tu veux dire sur le ressentiment, le fait de peut-être pas se sentir habilité. C'est effectivement quelque chose qui est intéressant à souligner. Et comme tu dis, c'est très juste. Ça raconte aussi quelque chose dans le documentaire, en tout cas Oui, sur la manière dont tu même de la trouves. mentalité, etc. Ouais, c'est sûr. Mm. Moi, j'ai une question que je me pose aussi en termes de quand on est un réalisateur comme ça étranger qui vient à Taïwan. Est-ce que c'est simple d'avoir accès aux officiels taïwanais? Parce que c'est quelque chose que parfois les journalistes reprochent, ou c'est un peu compliqué d'avoir accès à différents représentants du gouvernement. Alors, dans le documentaire, il y a Joseph Wu, il y a Audrey Tang, qui sont Oui, des personnes très intéressantes. Est-ce que c'était ouais. simple d'avoir accès aux représentants taïwanais? Je pense qu'en fait, bon, moi j'avais quand même l'avantage de venir avec un média qui est, bon, même si ça reste la France, hein, faut pas, mais qui est quand même le média un peu public français et France Télévisions. Et je pense que pour ce qui est officiel et recueil de la parole officielle, je pense qu'ils se sont dit qu'ils avaient quand même un intérêt à, à nous rencontrer. Ouais, bien sûr. Et je dois dire que ça s'est plutôt passé de manière assez fluide. Les gens de l'ambassade à Paris, enfin de la représentation à Paris, nous avaient dit que ils nous aideraient aussi à avoir quelques contacts. On a pu oui, franchement, ça s'est plutôt fait de manière assez fluide, je dirais. La seule chose, mais ça c'est encore une question plus de mentalité, c'est que c'est vrai que à Taïwan, les gens ont besoin d'être un peu rassurés avant les interviews, même si on s'adresse à Joseph Wu qui a parfaitement l'habitude de parler aux médias internationaux. Bien sûr. Son staff va quand même s'assurer qu'on envoie les questions en amont, de valider un peu de quoi on va lui parler. Et il y a une certaine inquiétude que je découvrais un peu sur place. Je pensais pas que le staff qui gère la communication serait comme ça à essayer d'anticiper un peu ce qui pourrait se passer dans l'interview. Et du coup, moi, au début, ça m'a un peu surpris. Après, bon, j'ai joué le jeu parce que c'était une question culturelle un peu, hein, voilà, c'est comme ça qu'on fait à Taïwan et du coup, bon, je me suis plié au jeu. Mais c'est Mm. vrai que comme si je sentais un peu une fébrilité, alors que finalement, pendant l'interview, ça s'est passé dans toutes les interviews, qu'elles soient officielles ou pas, et avec les ministres, ça s'est passé de manière extrêmement fluide Très bien. et j'ai eu des interlocuteurs à chaque fois qui étaient très volubiles, quoi, qui avaient très très envie de raconter leur vision des choses.
Et pour continuer à parler un peu de ton travail et de ton ressenti aussi, le documentaire, on l'a dit, il est dense, il aborde pas mal de choses. Je trouve que moi, c'est un excellent condensé et une excellente. Pour quelqu'un qui connaît pas Taïwan, je trouve que ça explique très très bien enfin, ça explique vraiment très bien la situation à Taïwan actuelle au moins. Mais ça revient aussi sur des aspects historiques, des aspects un peu économiques avec les semi-conducteurs, on l'a dit. Toi, personnellement, c'est quoi la partie qui t'a le plus plu à explorer? Est-ce que c'est l'histoire? Est-ce que c'est les interviews d'officiels, etc.? Non, pour moi, la partie la plus intéressante, parce que finalement, la plus surprenante, c'est l'histoire de, de la transition démocratique, en fait. C'est-à-dire de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant les années de dictature. On a un personnage dans le film, c'est Chen Chu, qui est sans doute connu par les auditeurs, mais on avait une autre grande militante aussi, des droits de l'homme, hein, pour préciser quand même, qui a été emprisonnée parce qu'elle se battait justement pour ces questions de liberté, d'expression, etc. Ouais, elle a été emprisonnée à Kaohsiung en 1900, enfin après un événement à Kaohsiung en 1979-1980, et elle est aujourd'hui présidente du Control Yuan. Et président de la commission des droits de l'homme taïwanaise. Donc elle est aujourd'hui complètement réhabilitée, mais c'est sûr qu'elle a ce parcours qui est très intéressant et dur aussi, parce qu'elle nous a raconté dans la prison où elle avait été enfermée pendant les années de dictature. Elle nous a montré la cellule où elle avait été enfermée. Et du coup, en fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie historique de comprendre finalement. En gros, on comprend assez vite aujourd'hui avec les enjeux autour de Taïwan où Taïwan est arrivé, mais finalement on sait assez peu d'où elle est partie. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, et c'est vraiment ça qui m'a fasciné, quoi, de comprendre. Et je trouve que quand on comprend aussi ce qui s'est passé à travers l'histoire et comment en une vingtaine d'années Taïwan est devenu finalement un emblème de démocratie, de liberté de parole, etc. On comprend aussi ce qui est en jeu pour les Taïwanais. Et moi, c'est ce que je trouvais intéressant de raconter dans le documentaire, c'est-à-dire que, évidemment, moi, je viens avec une perspective occidentale, française, européenne. Je suis pas taïwanais, je suis pas entre guillemets pas directement concerné par ce qui se passe sur cette île ou dans l'archipel, mais pour autant, je trouvais ça fort de donner la place à la parole des Taïwanais pour comprendre ce que eux essaient de défendre aujourd'hui, et de plus voir simplement Taïwan comme un pion sur un jeu d'échecs où il y aurait d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Chine, ce qui est quand même souvent le cas hein, quand on parle de Taïwan aujourd'hui. On parle des enjeux géopolitiques mondiaux, de ces de ce grand bras de fer, je dirais. Et du coup, là, c'était un peu l'occasion pour nous de donner vraiment de la place à la parole des Taïwanais, de comprendre le chemin qu'ils ont parcouru. Et c'est pour ça qu'on a fait ce choix de faire un documentaire où on est vraiment en huis clos à Taïwan. On n'est pas du tout allé chercher des paroles externes qui auraient pu aussi expliquer des choses, mais nous, on avait fait le choix délibéré d'être uniquement avec des gens des Taïwanais. Le seul qui n'est pas taïwanais, c'est l'ancien ambassadeur américain à Taipei, pardon, mais qui est, enfin représentant, hein, bien sûr, mais qui habite à Taipei depuis et qui est aujourd'hui un des premiers défenseurs de Taïwan. Donc ça nous semblait pertinent de le faire intervenir. Bon, c'est bien parce que tu as répondu à une des questions que j'allais te poser justement sur le choix des personnes qui étaient interviewées. Je voulais souligner ce truc que c'est effectivement, comme tu as dit, à une exception près, uniquement des Taïwanais qui parlent de Taïwan et qui racontent l'histoire de Taïwan. En gros, même si c'est toi qui es le réalisateur, c'est quand même à travers ce documentaire les Taïwanais qui racontent leur vision, du coup leur ressenti, la vision de l'histoire, de la situation actuelle. Et donc c'est une démarche et aussi qui est intéressante dans un documentaire de faire ce choix-là. Donc voilà, t'as répondu à une question. Tant mieux. Tant mieux. Une chose aussi qui m'intéresse dans ton travail comme ça, documentaire, on en parlait, le documentaire est apparu en une d'un journal taïwanais, le Liberty Times. Est-ce que quand tu filmais, est-ce que t'as senti un intérêt, parce qu'on l'a dit, les gens étaient étonnés que vous soyez là en juin ou en juillet, mais durant les moments de tournage en extérieur ou dans différents lieux à Taïwan, est-ce qu'il y a eu une espèce d'intérêt, une curiosité peut-être des Taïwanais sur le fait qu'il y ait des équipes de tournage qui viennent s'intéresser à Taïwan?
Oui, je pense qu'il y a ça. Faut quand même souligner le fait que je pense que on a vu en tout cas en France qu'il y a une série de documentaires qui se sont intéressés à Taïwan. Il y a eu des reportages, on en parle beaucoup plus dans les médias nationaux, papier, les journaux, etc. Donc, je pense qu'ils s'en rendent compte. Ils savent que le monde s'intéresse plus à qui ils sont depuis quelques années. Pour autant, il y a quand même toujours une curiosité sur le fait qu'il y ait des étrangers qui s'intéressent à eux, une sorte d'humilité en disant ah bon, mais vraiment, est-ce que ça intéresse vraiment le monde entier de savoir qui on est, pourquoi on en est là, etc. Donc ça, moi, ça m'a marqué et c'est vrai que au-delà de cette curiosité, donc il y a eu cette couverture, mais c'est vrai que nous, ça nous est arrivé. On a une anecdote comme ça où on était en train de filmer au moment des élections municipales en novembre et on suivait un candidat de la ville de l'aéroport international. Ok, Taoyuan, c'est ça, ouais, effectivement. Merci pour la prononciation. Et effectivement, on suivait un des candidats et donc on était un peu dans la meute des journalistes, hein, comme on dit. Donc voilà, ça bouge dans tous les sens. Le candidat faisait la visite d'un marché couvert en s'arrêtant avec des gens qui parlent dans les haut-parleurs et tout. Et puis il y avait quelqu'un qui venait tout le temps me voir et je comprenais pas trop ce qu'il voulait. Et puis au bout d'un moment, et donc ce journaliste, il est venu nous voir et il parlait avec ma fixeuse pour demander une petite interview. Et en fait, ça l'intéressait limite plus de comprendre pourquoi il y avait des Français qui s'intéressaient à Taïwan que l'objet même de son déplacement à lui, qui était la campagne municipale avec les enjeux très politiques, de politique locale à Taoyuan. Et ça, c'est vrai qu'on l'a remarqué plusieurs fois, parce que même quand on rencontrait des gens, on allait dîner avec des Taïwanais le soir qu'on nous avait présentés, ou des contacts, des amis d'amis, etc. Il y avait une vraie curiosité de savoir toujours ce que pense l'étranger de Taïwan, de comment il a été reçu, de la culture taïwanaise, de la cuisine taïwanaise. Donc, il y a un vrai attachement quand même à, à, à s'intéresser à ce que l'étranger ressent, perçoit, et à faire en sorte qu'il soit, qu'il soit bien reçu dans son pays. Est-ce qu'il y a des choses dont que tu aurais aimé montrer ou des choses dont tu aurais aimé parler dans ce documentaire et pour des questions, on va dire, de temps ou même de récit que tu n'as pas pu mettre dans le documentaire? Moi, il y avait une question que j'aurais aimé approfondir un peu plus, mais je pense qu'en fait, ça vaut plus. Faut toujours un peu faire la part des choses entre est-ce que je le mets en très peu de temps, et parfois ça peut gâcher aussi un petit peu, et du coup la question des aborigènes, je la trouvais très intéressante parce que Taïwan a fait un énorme travail là-dessus, parce que il y a eu des mesures qui ont été prises par Tsai Ing-wen récemment sur la reconnaissance des 20 langues officielles autochtones, et que je trouvais que ça racontait quelque chose en creux aussi par rapport à la Chine et ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qui se passe soit au Tibet, soit avec les Ouïghours. Donc il y avait quand même une sorte de contrepoint assez intéressant à faire autour de la question autochtone. Ça, j'aurais bien aimé en faire plus. On a longtemps tourné autour de cette question avec des personnages forts qui auraient pu raconter des choses. Bon, il se trouve qu'il y a aussi d'autres confrères qui ont fait des documentaires récemment qui s'intéressent aussi à cette question. Donc en fait, je pense aussi que moi j'essaie de faire quelque chose d'assez exhaustif, mais finalement tous les documentaires se complètent les uns les autres. Donc voilà, c'est pas une question de concurrence, mais plus de se dire que on raconte une partie de l'histoire en espérant que les confrères et consoeurs s'intéresseront à d'autres parties et que ensemble le puzzle racontera suffisamment bien les enjeux autour de Taïwan aujourd'hui. Oui, puis parfois des sujets comme la question des aborigènes. Et après, il y a d'autres questions même identitaires à Taïwan avec les vagues de travailleurs migrants, les nouveaux migrants à Taïwan, etc. Qui sont des sujets quand même complexes qui quand même nécessitent peut-être une certaine connaissance de Taïwan ou alors un peu plus de temps pour les subtilités de ce genre de questions. Moi, j'avais parlé avec un politologue, philosophe taïwanais qui m'avait dit que lui, ce qu'il trouvait assez intéressant comme question, mais qui est une question très théorique, mais que j'aurais aimé creuser, c'était aussi le fait que quand on vit comme ça sur un tout petit territoire face à la Chine avec les pressions qu'on connaît, c'est aussi difficile d'inventer un modèle de société un peu différent. Et du coup, ça me faisait un peu réfléchir sur tout ce que ça veut dire, le fait que ce soit une société qui, pour certains jeunes, est encore assez conservatrice, etc. Même si on a quand même l'impression que
c'est très progressiste sur plein de sujets. Mais du coup, ça aurait pu être intéressant. Mais encore une fois, bon, les auditeurs de RTI connaissent ça par cœur. Les téléspectateurs de France Télé, voilà, fallait aussi accepter qu'il faille repartir d'un peu plus loin pour expliquer l'histoire et les grands enjeux autour de Taïwan. Donc voilà, peut-être dans un second temps, si jamais je continue à travailler sur Taïwan, ça m'intéressera de travailler autour de ces questions-là. Ouais, surtout avec des questions comme les élections, que ce soit il y a eu les élections municipales, mais il y a les élections présidentielles qui arrivent. Bien sûr. C'est vrai que c'est des questions du regard de la société taïwanaise, en fait, parce que ça demande même d'aller un peu plus loin sur quelle société on imagine pour ces jeunes Taïwanais au-delà des relations avec la Chine, etc. C'est des sujets qui sont clairement passionnants, hein, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui nécessite d'avoir du temps aussi pour raconter, pour explorer. Ouais. Et dans un documentaire comme celui-ci, avec déjà autant d'informations, c'est peut-être un peu compliqué. Ouais, mais non, mais c'est sûr, c'est très vrai. En tout cas, voilà, bah écoute, merci beaucoup. Merci, Vandril Lanos, d'être venu nous parler de ça sur RTI. Merci beaucoup. Bah merci, c'est super sympa de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Et puis j'espère que le documentaire, même s'il parle d'enjeux qui sont assez connus des auditeurs, mais qu'il intéressera quand même certains des auditeurs. Bah moi, je suis sûr que le documentaire va intéresser les auditeurs. De toute façon, le lien vers le replay sera, je le mettrai en ligne sur la page de l'émission. Et bah on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et moi, j'invite les auditeurs et les auditrices donc à se rendre sur la page pour les informations sur notre invité et son documentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres émissions. Au revoir.